On va reprendre la conférence avec une après-midi qui est d'abord avec de nouveau une conférence introductive qui va nous être donnée par Daphne Helseth de Europe Healthcare Leader de chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers, et qui va nous faire un speech introductif à l'après-midi avec un titre assez challenging, You get what you pay for. Donc vous avez ce pourquoi vous payez. Et puis on aura 2 sessions thématiques cet après-midi. La première qui va être consacrée à des initiatives très concrètes qui ont été mises en place par des hôpitaux pour travailler sur des problématiques qualité, mais dont on voit après que ça a des impacts en matière de réduction des coûts. Et puis on fera une petite pause et puis on terminera l'après-midi avec quelques hôpitaux qui ont mis en place des stratégies globales et institutionnelles de gestion par la qualité. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur l'ensemble de l'hôpital. Ce n'est pas une démarche limitée à un secteur d'activité. On aura le plaisir d'entendre un représentant de l'hôpital de Bienne autour du Lean, Pascal Briot qui nous vient d'Intermountain, qui nous expliquera tout le système qualité là-bas, et Gilles Ruffnart sur comment les cliniques privées mettent en place des stratégies globales qualité. Mais on démarre, je vous le disais, avec un speech introductif avec M. Helseth, que j'invite à venir. Et pour les personnes qui ont des difficultés avec l'anglais, je rappelle qu'il y a des casques de traduction, donc n'hésitez pas à aller vous en prémunir. Merci beaucoup, je vous en prie. Thank you very much. And ladies and gentlemen, I'll try to keep you awake after a pleasant lunch. So, thanks so much for inviting me down here. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir que d'être ici parmi vous. J'ai entendu tout un tas de choses très intéressantes ce matin. Je m'appelle Daphne Helseth. Je viens d'une entreprise qui s'appelle PwC, PricewaterhouseCoopers. Je m'occupe de soins de santé depuis près de 20 ans. J'en suis ravie. J'ai notamment été directeur financier d'une université, d'un hôpital universitaire en Norvège, ce qui a été très motivant que de travailler avec tout un tas de personnel très motivé. Mon expérience m'a permis de voir un petit peu tous les aspects des soins de santé. J'ai travaillé dans tout un tas d'établissements dans les pays scandinaves, mais ailleurs aussi. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans divers endroits. Comme cela vous a été dit, je m'excuse car je vais m'exprimer en anglais. Je n'oserais pas parler devant vous en allemand, ce serait très embarrassant. Et puis mon français, n'est vraiment pas bon du tout. Donc je vous demande un petit peu de patience et un petit peu de compréhension. Alors, vous obtenez ce pourquoi vous payez. Eh bien, au cours de mes voyages, au cours de mes rencontres avec divers acteurs du secteur de la santé, eh bien, ceci résume un petit peu ce que l'on constate lorsque l'on parle du financement des systèmes de santé. Il n'y a pas vraiment de solution. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous, qui ont des effets secondaires sur le financement des systèmes de santé. Alors, je vais peut-être vous décevoir car je ne vais pas vous donner une seule réponse, une recette miracle, mais j'espère pouvoir soulever des problématiques. Vous obtenez ce pourquoi vous payez, eh bien, cela se réfère à un rapport publié par PwC qui décrit tous les systèmes ou divers systèmes, leur structure, les aspects positifs, les aspects négatifs qu'ils impliquent. Maintenant, l'une des questions qui se pose est de savoir ce dont on a besoin. Si l'on obtient ce pourquoi l'on paie, eh bien, il faut se poser la question de ce dont on a besoin. Et donc, ma présentation
va adopter une approche un petit peu différente que celle que vous avez entendue ce matin. Ça va donc venir en complément de ce que vous avez déjà entendu. Bien souvent, nous, on commence par la situation dans son ensemble, quels sont les défis, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous dans les systèmes de santé. Bien souvent, on commence avec des méga-tendances, ce que l'on appelle les méga-trends en anglais, les changements démographiques qui impactent les soins de santé. Je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard de défis que ces changements démographiques impliquent. Et puis, les modifications au niveau des puissances économiques, l'urbanisation grandissante qui a un énorme impact sur les systèmes de santé au niveau individuel, au niveau des sociétés. Vous le savez très certainement, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, il y a eu un moment crucial, un tournant dans l'histoire de l'humanité. À partir de ce moment-là, il y avait plus de personnes qui vivaient dans les zones urbaines que dans des zones rurales. Et je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière. Donc cette urbanisation grandissante, et puis il y a le réchauffement climatique, la rareté des ressources, qui implique des problèmes, notamment en termes de ressources humaines, si l'on veut avoir le personnel nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels les systèmes de santé sont confrontés. Moi, j'essaie de voir ces défis comme des opportunités. Je pense que bien souvent, il faut être confronté à des défis pour trouver de meilleures solutions, de meilleures manières de travailler. Puis ce que j'adore aussi, ce sont les percées technologiques. Alors, laissez-moi vous illustrer cela de cette manière. On a déjà vu ce graphique dans le monde. Le graphique que vous avez à votre gauche, c'est le Qatar au Moyen-Orient, avec des budgets en augmentation et des scénarios divers et variés. À droite, vous avez un graphique qui provient de mon propre pays, la Norvège. Je suis moitié danois, moitié norvégien. Mais ce graphique montre la croissance des coûts en matière de soins de santé. C'est la courbe d'en haut, vous pouvez vous l'imaginer, comparée aux autres secteurs de l'économie. Et cette courbe augmente plus rapidement que les autres et nécessite une plus grande part du gâteau. Et la question que je vous pose, c'est quand certains systèmes ont été introduits en Norvège, la réponse c'était en 97, un grand choc. Le système s'en est remis. On avait une plus grande capacité et donc on a payé pour changer le système. Et c'est effectivement ce que l'on a obtenu. C'est super, mais est-ce que cela résout les problèmes? Bien, probablement que non. Regardez les défis auxquels nous sommes confrontés d'un point de vue épidémiologique. Vous avez le cancer, le diabète, les maladies chroniques, les maladies pulmonaires, la santé mentale, des problèmes qui augmentent de manière exponentielle. Rien que le diabète est un défi énorme pour nous. Alors comment pouvoir financer un système de santé qui arrive à gérer cela? Et donc il faut être plus productif. C'est ça la réponse. Maladies infectieuses, là je mettrai un petit point d'interrogation. En effet, il s'agit d'une vision très OCDE des problèmes, mais moi je remets en question ce point sur les maladies infectieuses. Moi je pense que c'est faux, ce à quoi nous sommes confrontés avec les microbes multirésistants, c'est très différent, ça n'a rien à voir. Ce que l'on fait à l'heure actuelle, c'est que l'on paie les médecins pour faire toujours la même chose plus rapidement et de manière plus productive. Dans beaucoup de systèmes, c'est ce que l'on fait. Or, on devrait faire les choses de manière différente. Autre image de l'évolution, la vague qui nous frappe. On sait tous que la population est vieillissante. Voilà la situation dans une région en Norvège où jusqu'en 2040, on voit l'évolution et plus on vieillit,
Bon, au bout d'un moment, on voit que le taux de progression est de 100%. Or, ces gens-là, ces 10 à 20%, utilisent déjà 70 à 80% des ressources spécialisées. Et ce taux va doubler. À droite de ma diapositive, vous voyez les multimorbidités, les comorbidités. Donc, ces gens sont atteints de plusieurs maladies. Ces patients vont rentrer, sortir des hôpitaux. À chaque fois qu'ils viennent, il y a un nouveau diagnostic qui est posé en plus de ceux qui existaient. Mais est-ce qu'ils vont être guéris? On ne sait pas. De quoi ont-ils besoin? On ne sait pas. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, on a vu on sait que différents systèmes requièrent différentes structures, des modes de financement différents, des modes de gouvernance différents, et ils ont des objectifs différents. Si l'on fait correspondre l'évolution des systèmes de santé en 3 révolutions, eh bien, l'épidémiologie est née à Londres, juste à côté d'Oxford Street. Et en 1954, donc lorsque l'épidémiologie est née, ce que John Snow a découvert, c'est que l'épidémie de choléra d'alors, il a fait des analyses de données auprès des foyers atteints de choléra. Il s'est rendu compte qu'il y avait une pompe à eau et il a tenté de convaincre les autorités publiques de faire en sorte que cette pompe à eau ne soit plus manuelle, qu'elle soit automatique, ce qui a permis d'endiguer cette vague épidémique. Deuxième révolution industrielle, les traitements basés sur des données probantes. On diagnostique une maladie, on peut la traiter. Les résultats de cette approche ont été fantastiques. Il me semble que les systèmes du type DRG s'alignent sur cette révolution industrielle. Mais on voit se profiler une troisième révolution industrielle dans les systèmes de santé où l'information et le savoir est bien plus centralisé, est un moteur clé du secteur de la santé. Nous pensons que cela va changer de manière fondamentale, de manière radicale, tout le système, toute l'approche à la santé, qui fait quoi. Et donc, l'on aura un changement, on va passer de la guérison à la prévention, on va passer du physique au virtuel. Et en étant dans un hôpital, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé à l'hôpital universitaire de Bergen. On se posait la question de savoir ce qu'est un système de santé publique. Est-ce une maison ou autre chose? Tout le monde dit qu'il faut construire de nouveaux hôpitaux, mais quelles devraient en être les dimensions? Or, bien souvent, on oublie le fait qu'il s'agit d'un service qui est fourni avec les médias sociaux, les technologies mobiles, les outils analytiques et les technologies de type cloud vont redéfinir la santé telle que nous la connaissons. Et si certains d'entre vous suivez la conférence oncologique à Chicago qui est en train de se dérouler ou qui s'est déroulée il y a 3 jours, eh bien, un article scientifique a été publié qui combinait les cancers des poumons avec des technologies mobiles d'auto-évaluation qui vont réduire de manière drastique ou améliorer de manière drastique l'issue clinique, et ce, de bien des manières. Donc, grosso modo, sur cette base, nous pensons que les modèles de paiement devraient changer, ils doivent changer. Nous devons tenir compte de la prévention pour pouvoir résoudre ces défis auxquels nous sommes confrontés. Il faut le faire bien plus que nous l'avons fait. Il faut que les différents acteurs collaborent, les acteurs de la santé, mais également les acteurs en dehors du monde de la santé, car il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites en dehors du monde de la santé par d'autres acteurs, par d'autres fonctions.
voit de nouveaux acteurs sur le marché de la santé. Ça a des implications éthiques, mais nous pensons que cela nous permettra d'arriver à des solutions. Il y a tous les acteurs du numérique qui ont des activités bien-être, voire santé. Il nous faut passer d'un système, d'une perspective systémique à une approche qui met en avant la valeur. En effet, il faut atteindre des résultats qui importent aux gens. Alors, je ne remets pas en cause les bonnes intentions de tous les acteurs de la santé. Mais moi, ce que je remets en question, c'est notre approche systématique et notre conception du système. Si vous regardez les listes de médicaments qui sont administrés dans des EHPAD, des EMS, vous vous rendrez compte que cette liste est très très longue, elle n'a aucun sens. En effet, on traite des choses au cas par cas, par spécialité, séparée. On sépare une spécialité d'une autre, on n'a pas d'approche holistique, on ne regarde pas les choses du point de vue des patients, du point de vue des habitants, des gens, des individus. Ces gens-là, ce qui leur importe, c'est de contrôler leur propre vie. Ils ne veulent pas être hospitalisés. Ils veulent rester chez eux. Ils souhaitent rester indépendants et ils veulent rester aussi normaux que possible. Nos systèmes, nos motivations, nos systèmes financiers ne sont pas conçus pour tenir compte de tous ces aspects. Si vous voulez lire notre rapport, j'en laisserai des exemplaires. Nous avons établi des distinctions entre les différents modèles avec des paiements par bloc. Vous avez fait ceci pendant tant de temps, vous avez tant de patients, on vous donne cette somme forfaitaire, faites-en ce que vous pouvez, ce que vous voulez. L'enveloppe peut augmenter, elle peut être réduite. Et puis des services payants, vous payez pour grosso modo tout. Après, il y a des systèmes basés sur les itinéraires et des paiements à la population. Alors, on nous a demandé si on pouvait combiner tout cela. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans le détail des avantages et des inconvénients de chacun de ces systèmes, mais le message clé est qu'il faut un mélange de tout cela pour résoudre tous les problèmes. Et plutôt que de discuter de chacun de ces systèmes, déterminez d'abord ce que vous voulez faire avec chacun d'entre eux. Et les meilleurs exemples, à mon sens, de par le monde, émergent. Ils sont confrontés à des problèmes, mais c'est un processus. Maintenant, ces bonnes pratiques, ces bons exemples démontrent une approche pragmatique au financement des systèmes de santé et cet aspect de mélange à quelque niveau que ce soit au niveau de l'État, du canton, où que ce soit. Cela a du sens d'avoir un modèle de capitation. Il se peut qu'il faille motiver les acteurs à faire toujours la même chose, mais faire cela pour toutes les composantes du système, cela n'a pas de sens. Maintenant, j'aimerais vous donner l'exemple de la réforme au Royaume-Uni en 2004, où, grosso modo, les généralistes voyaient leur rémunération dépendre de leur performance, s'ils mesuraient tout un tas de choses chez leurs patients, très bien, mais il vaut mieux encore qu'ils contrôlent ces paramètres. Même chose pour le diabète. C'est bien de vérifier les choses, mais c'est mieux encore de contrôler. En Espagne, on a une approche systématique au niveau de l'État. Les gens
ou plutôt le système est moins financé qu'auparavant, mais ils sont rémunérés selon la qualité. Donc, par exemple, si le patient doit attendre trop longtemps, s'il en a marre du système, eh bien, il peut aller dans une autre province espagnole et à ce moment-là, la facture est quand même envoyée dans sa province, la province de son domicile, et elle est majorée. J'ai tout un tas d'exemples de ce type, mais j'arrive un petit peu à la note de conclusion de ma présentation. Moi, il me semble que faire toujours la même chose de la même manière ne va pas nous permettre de résoudre nos problèmes. Dans la santé, il faut se remettre en question, il faut remettre en question ce que nous faisons, quand nous le faisons, où nous le faisons, qui le fait et comment nous le faisons. Tout ceci doit changer si l'on veut vraiment que les coûts soient réduits tout en augmentant la qualité des soins que nous prodiguons. Je pense également que la manière dont nous finançons ce système doit changer pour refléter tous ces changements. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Just one question between when we were talking is how do you measure the outcomes that matter for the people? Do you have an idea? Do you have an answer? There's some good examples. Oui, très bonne question. Il y a de très bons exemples. Le professeur Hallwood Porter a conçu un système qui permet de mesurer les résultats cliniques, l'issue clinique, mais également les patients avaient également la possibilité de faire des commentaires quant à leur expérience. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a au niveau des systèmes, la mesure d'indicateurs clés de performance, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Suède et en Norvège. On est en train d'essayer de réduire de 4 à 5% d'RG tout en le liant aux indicateurs de qualité. Alors bon, j'ai entendu parler de complications, de ce genre de choses, mais ces systèmes sont de plus en plus complexes, mais ils mûrissent au fur et à mesure. L'exemple espagnol est assez fascinant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément besoin de mesurer. Il suffit de laisser le patient utiliser le service en question ou alors aller ailleurs pour rechercher ce même service. Soit le service est bon et il l'utilise là où il habite, soit il va le chercher ailleurs. Et donc, pas vraiment besoin de motivation financière pour rester le meilleur. Merci beaucoup.